Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Parce que ça y est, les quarts de finale, c'est bouclé. On a eu une grosse journée aujourd'hui et du coup, il y a une grosse vidéo. On va enchaîner donc Pays-Bas-Turquie, ensuite on parle de Suisse-Angleterre, c'était le match de 18h qui allait en prolongation, qui allait au tir au but. Et enfin, on boucle par mon 11 des quarts de finale, comme promis, comme prévu, il est là, tout frais, tout chaud, je l'ai composé, je vous le sors dans quelques minutes. Mais ouais, d'abord, la qualification de mes amis du peuple oranier, les amis néerlandais contre les amis turcs, Stéphane De Vrij et Mert Muldur contre son camp qui permettent aux Pays-Bas de l'emporter, de répondre à l'ouverture du score de Samet Akaydin en première période. Je trouve les Turcs ont, dans l'ensemble, fait un bon match et j'hésite à dire un meilleur match que les Néerlandais. Ça finit 15 tirs à 11 pour la Turquie. Je trouvais qu'en première période, il n'y avait pas match. Franchement, ils étaient largement au-dessus. Et à partir de l'heure de jeu, ça a commencé à faiblir un petit peu. Et les Pays-Bas en ont profité, mais dans l'ensemble, sur les 90 minutes, je dirais qu'il y a, grosso modo, 30 meilleures minutes néerlandaises, peut-être le tout début de match, et 20 des 30 dernières. Mais je pense que les Turcs, peuvent nourrir quelques regrets sur la physionomie de cette partie. L'entrée de Wout Weghorst a fait beaucoup de bien. On va en discuter. Il est régulièrement le sauveur de ce royaume. Et il l'a encore été sans marquer directement, mais je trouvais qu'il est impliqué dans beaucoup de bons mouvements. Xavi Simons aussi, mine de rien, qui a fait un début de tournoi un petit peu en demi-teinte et qui là progressivement, après son match contre la Roumanie à 2 passes décisives, si je me souviens bien, encore une fois là je l'ai trouvé plutôt intéressant, mais surtout, les Pays-Bas donc sont de retour en demi-finale d'Euro pour la première fois depuis 20 ans. C'était le premier Euro que j'avais vu en 2004. Bien sûr, ils avaient été éliminés par le Portugal, qui avait rejoint la Grèce en finale, la Grèce qui avait sorti la République tchèque, mais voilà. Pour cette nation qui fait donc sa 6e demi-finale d'Euro, c'est Optagen qui a sorti la stat, 6e, seule l'Allemagne a fait plus, ils sont totalement hors catégorie, on en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode de retour 9 fois, et bah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Apparemment, ma copine était au resto, elle est rentrée, c'est la folie dans la rue, tout le monde est très content. C'est donc Pays-Bas-Angleterre en demi-finale, c'est une grosse demi-finale. Et en face, donc, France-Espagne, mardi 21h, ce qui est pas mal aussi. On va parler donc de la qualif anglaise, mais d'abord, ces Pays-Bas, qui l'ont fait. Est-ce qu'on a un petit mot quand même pour les amis turcs qui auront fait un sacré tournoi, qui eux aussi étaient à quelques minutes, pas grand chose franchement, même des actions en fin de match, et bah de retourner en dernier carré de grande compétition pour la première fois depuis 2002, depuis la Coupe du Monde, d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Et Arda Güler a fait un tournoi fantastique, Kenan Yildiz un peu moins en vue mais quand même pas mal, j'ai trouvé Hakan Çalhanoğlu franchement intéressant sur ce match, et aussi notre joueur à suivre n'a pas déçu. C'était le gars qu'on avait souligné dans l'épisode de retour, dans la vidéo des joueurs à suivre, un joueur à suivre par pays. Ferdi Kadioglu, le latéral gauche, il termine l'Euro avec le plus de tacles. Personne à l'Euro n'a réussi le plus de tacles. Le deuxième joueur avec le plus de duels au sol remportés. Le deuxième joueur avec le plus de possessions remportées dans le tiers défensif, la protection de surface et de dernier tiers. Le deuxième joueur avec le plus d'occasions générées dans le jeu. Et le cinquième joueur avec le plus d'interceptions. Évidemment, c'est des stats volumétriques qui vont être augmentées par le fait d'avoir joué plus de matchs. La Turquie a joué 5 matchs. Si tu compares une équipe comme, je sais pas, quelle équipe a été éliminée? La Pologne qui est éliminée après 3 matchs. Bon, forcément, ça va augmenter ces volumes-là. Mais ouais, on n'a pas besoin des stats. On sait que Kadioglu, il a fait un très bon Euro. Et cette Turquie, honnêtement, il est là, tiens, à côté de Vincenzo Montella. Cette Turquie, pour moi, elle méritait plus sur ce match. Et c'est dingue de se dire ça. Parce que, c'était une très belle génération. En vrai, on en parlait dans l'épisode de retour, mais ils ont encore plus surpris que ça. Je pense que pas grand monde les voyait à rien d'une demi-finale. Respect à la Turquie, très beau parcours, en face des Pays-Bas, qui n'ont pas forcément montré la supériorité technique que je leur prêtais. Dans la preview, on disait, à la fin, les Pays-Bas vont réussir à trouver la solution, parce que c'est quand même une équipe en face, la Turquie, qui contre l'Autriche, a fait un super match héroïque, mais avait beaucoup souffert. Honnêtement, initialement, cette animation 4-2-3-1, mais donc 3-2-5 avec ballon, avec Bergwijn à l'intérieur, elle n'est pas très payante. Il y a des gros changements à la mi-temps et d'autres à l'heure de jeu. Alors que la Turquie en face, c'est les hommes qu'on connaît, Çalhanoğlu, Güler, Barış Alper Yılmaz qui a été un vrai poison, Mert Muldur, entre autres. Il n'y avait pas de Merih Demiral suspendu. Mais ça, c'est l'animation néerlandaise avec ballon. Désolé, je vais
rapidement enlever ça l'espace de quelques minutes pour que vous voyez le 3-2-5, hop, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reinders-Schouten, le tandem qui marche plutôt bien, Simons et Bergwijn, les deux intérieurs de cette ligne de 5 avec Gakpo et Dumfries qui apportent la largeur, mais Bergwijn ça n'a pas trop marché. Xavi Simons pas mal, même si en pointe bien sûr. Ça, c'était l'animation avec ballon, et franchement, on voit plutôt bien aussi ce que la Turquie essayait de faire. C'était avec ballon du 3-4-3, là ça devient du 5-2-2-1, mais on va dire 3 défenseurs centraux, Mert Muldur, la largeur sur le côté droit, Kadioglu sur le côté gauche, Çalhanoğlu, et ça devait être Kanayan, j'imagine, aux côtés de Çalhanoğlu, Salih Özcan, pardon. Salih Özcan, ouais, c'est vraiment ça. Ouais, Salih Özcan et Kanayan, c'est le défenseur central ici, exactement. Salih Özcan aux côtés de Çalhanoğlu. Et le trio offensif, ça c'est celui qu'on pouvait attendre. Barış Alper Yılmaz, Arda Güler et Kenan Yildiz. En phase défensive, les trois très proches les uns des autres pour en gros verrouiller la plateforme de construction néerlandaise, ce tandem. Et franchement, ça a bien marché. J'ai trouvé l'approche tactique de Montella excellente. Les Pays-Bas n'ont pas vraiment réussi à construire par l'intermédiaire de Reinders et de Schouten. Alors c'était quelque chose qui avait très bien marché contre la Roumanie. A l'inverse, je vois des projections turques par Çalhanoğlu ici par exemple, ici, qui va aller chercher autre côté pour Muldur la largeur, et Barış Alper Yılmaz dans la profondeur, qui est un vrai poison, qui a fait très mal à Van Dijk. Çalhanoğlu, je l'ai trouvé très bon sur cette première mi-temps. Yilmaz, très bon aussi. Franchement, très menaçant dans cette profondeur. J'ai vu par exemple des replis défensifs et de la contre-pression de Çalhanoğlu là, qui gagne un ballon haut et qui récolte la faute sur De Vrij. Donc les Turcs, honnêtement, démarrent très bien ce match. Dans la profondeur, encore une fois, on voit Güler qui lance Yilmaz. Van Dijk semble avoir remporté le duel, mais en fait non, parce qu'il se débat comme un beau diable, et lui aussi il a été une des, je trouve, belles révélations de cet Euro. Très bonne première mi-temps de sa part, sans avoir marqué la pelletée de but ou d'action décisive. Il a montré toute sa qualité sur ce championnat d'Europe des Nations, et là par exemple il y a un petit ballon en retrait qui peut être mis pour Arda Güler, qui lui aussi a montré plus que sa qualité, et un des joueurs de l'Euro tout court. Sur les jeunes joueurs, les très jeunes joueurs, disons moins de 20 ans, qui ont brillé très fort à l'Euro, il y a Musiala, il y a Lamine Yamal, il y en a un ou deux autres, et il y a Arda Güler. Il a été excellent, et il a été systématiquement décisif. C'est ce que j'ai tweeté après ce centre. Est-ce qu'on peut le retrouver là? Arda Güler, un joueur systématiquement décisif, passeur décisif déjà en 8ème contre l'Autriche, la frappe qui remet la Turquie dans le match contre la Géorgie, frappe lumineuse, un des buts de la compète, et ce centre l'a parfaitement léché pied droit pour aller trouver Akaydin au second poteau. C'est super bien fait. Verbrohe, sa sortie est un petit peu compliquée, Dumfries aussi, qui est fautif sur l'action, et ouais, la Turquie prend les devants dans ce match. Je vais remettre le petit écran. Ils faiblissent pas. Sur du jeu intérieur comme ça, on a parlé de cette plateforme axiale contenue. Reinders, ici, impossible de le trouver à l'intérieur de la toile d'araignée turque. Pareil, Schouten, Simons qui décroche en tant qu'intérieur pour essayer de trouver du liant sur ce ballon de Van Dijk. Superbe tacle. Est-ce que c'est Salih Özcan? Ouais, magnifique là, pour couper, pour briser l'accès, empêcher les Néerlandais d'être trouvés entre les lignes, et la Turquie défend très bien. Kadioglu récupération, tu peux aller exposer en transition dès la 41e minute. Ouais, Koeman pense à changer d'animation, changer quelque chose, et Weghorst s'échauffe. Il y a quantité d'actions décisives où on a vu que c'était un vrai match de combat, que les Turcs étaient prêts à livrer, c'est un truc dont on parlait dans la preview, aussi contre l'Autriche. Ces Turcs, je trouve qu'ils ont la qualité technique, quand tu vois Kadioglu, Güler, Yildiz, Yilmaz, Çalhanoğlu, mais ils ont aussi une mentalité de vrais combattants, mais avoir les deux, je trouve ça assez rare. Et cette nouvelle génération turque, si elle conserve cet état d'esprit, qu'elle est prête encore à se battre sur chaque ballon, mais comme des morts de faim, attention, Coupe du Monde 2026, ça peut faire quelque chose de vachement intéressant. Là, j'ai vu, encore une fois, là, regardez, le double tacle, magnifique ça, c'est cette image qui empêche les Néerlandais de centrer. Ouais, juste une agressivité, une intensité, une première mi-temps de très haut vol. C'est, je pense, là que tu nourris pas mal de regrets, parce qu'après avoir fait 45 minutes de ce standing, sur la seconde, le niveau va un petit peu trop baisser. Mais l'entrée de Weghorst fait beaucoup de bien. Franchement, Koeman plutôt inspiré là-dessus.
Alors ouais, certes, il y a ce coup franc de Gouler qui va toucher le montant, magnifique encore une fois, mais ouais, un joueur systématiquement décisif qui tente des choses un petit peu hors normes, et ça touche le montant de Verbruggen, ça passe à rien. Mais ouais, l'entrée de Weghorst sur les petits ballons, on voit Bergwijn sort, n'est plus sur le terrain, et on a donc en tant que joueur intérieur Memphis et Simons, avec Weghorst qui est donc le 9 central qui prend la place de Memphis. Ake, centre second poteau, Weghorst qui la remet, elle n'est pas touchée par Memphis, mais c'est une énorme occasion. Il était hors-jeu, légèrement hors-jeu, mais les Pays-Bas ont une arme supplémentaire. Quelque chose de beaucoup plus dangereux que ce qu'ils avaient jusqu'alors, et Weghorst a fait une très bonne entrée. Aussi défensivement, sur ce coup franc excentré 65e minute, ça revient, frappe extérieure je crois de Kenan Yildiz, Verbruggen la sort, mais ça revient dans les pieds et il faut une intervention salvatrice de Weghorst qui se fait congratuler par tous ses partenaires derrière. Ouais, il a sorti le gros geste défensif, et que ce soit d'un côté comme de l'autre du terrain, son entrée a été très bonne. C'est d'ailleurs lui qui va générer le corner de l'égalisation sur ce petit ballon par-dessus mis par Memphis, arrêt de Mert Muldur, corner, il est tapé en 2 temps, magnifique. Memphis, Schouten, l'appui, le centre, très bien léché. Il faut dire Memphis, je trouve il fait pas un très bon Euro dans l'ensemble, mais bon, parfois il suffit d'un ballon pour te remettre dedans, et celui-ci là, c'est vrai que De Vrij est laissé un petit peu trop seul entre le point de penalty et la petite surface de réparation à 8-9 mètres comme ça. C'est pas très bien défendu par les Turcs. Petit point de vulnérabilité ici, et dans le domaine aérien, que ce soit Weghorst, que ce soit De Vrij, Weghorst qui déménage aussi un petit peu, ici je pense que c'est Yilmaz. Tout le monde est un petit peu focalisé sur Weghorst. Ça permet à De Vrij aussi d'être libre. J'aime bien la célébration de Van Dijk derrière, on sent la libération. 70e minute, le temps commençait à presser. Ouais, ce match il tournait pas très bien pour les Pays-Bas, de mieux en mieux à partir juste avant le but, mais quand même c'est une égalisation qui sonne comme un vrai coup de froid pour les Turcs et qui remet totalement les Pays-Bas dans le match. Derrière, en 5 minutes, ils vont faire la différence. J'ai trouvé l'entrée de Ferman plutôt intéressante, un gars qu'on pensait totalement mis au placard après sa sortie prématurée contre l'Autriche. Bah franchement, il est revenu contre la Roumanie, ça n'était pas trop mal, et là aussi contre la Turquie. Rakpo, jeu intérieur, pour Memphis, grosse occasion. Et puis, 30 secondes plus tard, sur cette action, je vois Simons, qui était impliqué dans pas mal des bons mouvements vers la fin, mettre le petit ballon par-dessus. C'est dégagé par Kadioglu, qui a très bien verrouillé son poteau. Mais De Vrij, qui était buteur de l'égalisation, qui est là aussi à la contre-pression pour contester, remporter ce 50-50. C'est permis par Schouten, le jeu de la tête. Weghorst, en déviation, le petit ballon qu'il met à Simons, et Simons la passe osée pour aller tout de suite trouver le déséquilibre. Je trouve que ça, c'est... Quand j'ai vu ça, ça c'est les Pays-Bas que je connais et que j'ai vu notamment la première journée contre la Pologne où j'ai vu des choses intéressantes. C'est une équipe qui, dans le dernier tiers, a un certain niveau d'audace et de précision technique. Honnêtement, pas si partagé que ça sur cet Euro. C'est une équipe qui a d'autres lacunes, mentales, parfois défensives, la finition. Mais par contre, ce petit ballon mis, même par Weghorst, qui n'est pas un fin technicien, mais qui est parfait, et la passe tout de suite en première intention de Simons, qui avait pris l'info, pour Dumfries, qui pareil, son centre second poteau, il est magnifique. Ça, c'est une vraie belle action. Et à la fin, Rakpo force Muldur à l'erreur, ça fait 2-1, mais c'est une très belle séquence néerlandaise. Et d'ailleurs, mon prono sur ce match, c'était 2-1 pour les Pays-Bas, avec le but de la victoire inscrit par Dumfries sur un appel second poteau. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais je vais prendre un petit peu de crédit pour ce centre au cordeau qui est très bien envoyé par Denzel. 2-1 pour les Pays-Bas, la marée orange en tribune. Ouais, c'est la grimace pour Saliuscan. Derrière, les Turcs ont 10 bonnes minutes, des centres où il faut des interventions comme ici de Schouten pour sortir la frappe de Kerem Aktürkoğlu, il me semble. C'était chaud. Aktürkoğlu un centre, on a Çelik qui la reprend. Il faut une intervention décisive de Van de Ven sur sa ligne. Et dans l'ensemble, gros arrêt aussi encore une fois ici de Verbruggen.
Il y a eu des moments compliqués. Dumfries qui revient bien sur cette frappe de Çalhanoğlu. La fin de match a été très très intense. Et je veux dire, honnêtement, toutes les rencontres qu'ont joué les Turcs jusqu'au bout, elles ont été kiffantes. Turquie-Géorgie, Turquie-Autriche, ce Turquie-Pays-Bas. Les 3 matchs, je les mettrais sans doute dans mon top 10 de l'Euro. Et il y a du crédit à donner à cette équipe turque qui nous a offert des rencontres divertissantes en se lâchant à chaque fois, en jouant son jeu à fond. C'est le jour et la nuit entre l'Euro 2024 et le précédent en 2021. Donc ouais, les Pays-Bas le font. Ce sera l'Angleterre en face en demi-finale, dans une demi que du coup je trouve somme toute assez équilibrée, parce que les Anglais n'ont pas particulièrement convaincu non plus. Et c'est la rencontre d'ailleurs qu'on va débriefer. Angleterre-Suisse, pauvre Manuel Akanji, franchement j'en ai parlé à quelqu'un ici. Dans un monde meilleur, la Suisse se qualifie pour la première demi-finale de son histoire. Ils n'avaient jamais fait de dernier carré de leur histoire. Ils en étaient si proches. Et imaginez si ça avait été le cas sur ce corner, ceux qui ont vu le match, sur ce but olympico, ce goal olympico de Shaqiri qui touche le montant. Franchement, et ouais, j'ai répondu à quelqu'un, dégoûté pour eux, j'ai rien contre l'Angleterre, mais je suis abattu. Et c'est ma sensation au coup de sifflet final, j'étais dégoûté. Aussi parce que je kiffe bien la Suisse. Contre l'Italie, ils ont été tellement kiffants. En phase de groupe, ils nous ont fait vibrer. Je sais que vous êtes beaucoup de Suisses aussi sur la chaîne, donc je vibre un petit peu par procuration pour vous, avec vous. Mais franchement, j'étais dégoûté parce que ça passe à rien de vivre un moment historique. Tu vois les larmes. L'Angleterre, ok, le fait. Encore une fois, j'ai rien contre eux. Je suis pas du tout anglophobe, même pour un Français. J'aime plutôt bien l'Angleterre. Mais ça m'a fait de la peine pour cette Suisse que honnêtement sur ce match, j'ai trouvé dans l'ensemble meilleur. Pas de beaucoup, mais meilleur. Finit bien mieux la prolongation. Le match il termine à quoi 13 tirs à 11 pour l'Angleterre. En prolongue, je suis curieux de voir. Par exemple, à partir de la 90e, 4 tirs à 4. Relativement équilibré au moins sur les tentatives. Mais sur la seconde mi-temps de prolongation, 3 tirs à 0 pour la Suisse. Ils avaient fini très fort. Pour moi, ils auraient mérité de remporter cette séance de tir au but. Et c'est pas le cas. C'est le système qu'on connaissait avec Rieder titularisé à la place de Widmer, malgré le fait qu'il soit de retour et disponible. Peut-être un des problèmes, c'est Aebischer contre Saka, qui n'était pas là. C'était effectivement une animation à 3 centraux pour les Anglais, avec Marc Guéhi suspendu, donc Konsa prenait sa place. Mais on avait plutôt Saka à droite et Trippier à gauche en tant que piston. Les deux quand même assez avancés, surtout Saka avec possession. Avec ballon, le truc qui m'a gêné, c'est un peu le match de Aebischer, qui pourtant faisait un très bon Euro. Il n'y avait pas grand chose à dire jusqu'alors. C'était même une des révélations, un peu une des petites sensations. Mais quand je regarde ici, je suis allé voir les stats et c'est confirmé face à Saka, il a vécu des moments compliqués. Est-ce qu'on les a ici sur le nombre de fois qu'il s'est fait dribbler? Il s'est fait dribbler 6 fois, Aebischer. 6 fois éliminé. Un tacle réussi sur 7 tentés. C'est énorme. En vrai, j'ai quasiment jamais vu une stat comme ça. Le deuxième qui s'est fait le plus dribbler, c'est aussi un latéral, c'est Trippier, 2 fois. 6 fois Aebischer. Face à Saka, qui est pour moi l'homme du match, et je l'ai mis dans mon 11 d'ailleurs des quarts de finale, qui a été très bon, et finit avec bien sûr un but, le but de l'égalisation pour l'Angleterre, mais quoi, on a donc 4 dribbles passés sur 4 tentés, aussi des retours défensifs, 3 tacles réussis. C'était un très gros match de Bukayo Saka. Pourtant, la Suisse, collectivement, me semblait meilleure. Et je vais pas dire de la première à la dernière minute, mais ils ont bien commencé le match. Avec Embolo en appui, c'était hyper intéressant pour aller chercher ensuite la largeur, la profondeur, comme là, Aebischer justement. Mais le jeu intérieur, un petit peu comme le but contre la Suisse avec Freuler. Bah là, je crois pas que ce soit Freuler qui ait fait cette course de projection. Honnêtement, j'arrive pas à voir qui c'est. Mais c'était dangereux, la petite remise comme ça. C'était pas Vargas qui est ici, c'est peut-être Freuler en vrai. Parce que Xhaka est là. Donc ces petits mouvements là qui rappelaient ce qu'on avait vu contre la Squadra, c'était assez kiffant et c'est bien Freuler. C'est à l'image d'un match qui est bien attaqué par les Suisses. Je vois aussi encore une fois des mouvements comme là, on va aller chercher Ricardo Rodriguez et ensuite l'appui à l'intérieur sur Freuler qui s'est bien déplacé. Non, c'est peut-être... Ouais, je crois encore une fois, c'est bien Freuler. Ouais, Embolo, tentative de remise pour la projection de Remo. Et il y a de belles choses qui sont faites par cette Suisse. Malheureusement, comme j'ai dit, Saka sur Aebischer, ça a été compliqué à plusieurs reprises. Là, on a vu dès la 28e minute, il le passe. C'est pas tout à fait acceptable. On a senti que c'était quand même pas sa position
En tout cas, face à Saka, c'était compliqué. Mais Kobbie Mainoo n'est pas dans mon 11 des quarts de finale, mais c'était le deuxième meilleur anglais, a réussi par exemple des choses au milieu de terrain comme ça, en laissant filer magnifique pour pouvoir attaquer le dernier tir avec beaucoup de vitesse. Ça, c'était pas mal. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui est généré à la fin de ce centre, mais il y aurait peut-être une petite mimine de Fabian Schär. C'était pas super bien arbitré, je trouve, ce match par Orsato. Mais sinon, ouais, comme on a dit, Saka qui continue de faire mal à Ibischer, ça a été une des histoires de ce match. La Suisse n'a jamais trouvé la solution face à lui. Et il faut un retour salvateur là de Xhaka pour empêcher Mainoo de marquer le but du 1-0 juste avant la mi-temps. Saka et Ibischer, comme on a dit, c'était compliqué. Il y a un truc qui m'a marqué par contre, c'est que cette Angleterre, malgré une animation un petit peu différente, donc on le voit là, hop, je vais le mettre un petit peu plus en lumière, avec les trois centraux, Stones, Walker, et une animation avec Xhaka comme ça, pas Xhaka, Saka, qui est piston droit, Mainoo Rice, le tandem. En vrai, intéressant, sur le papier, ça permettait d'avoir Foden dans sa position naturelle, parce que l'idée c'était d'avoir Bellingham et Foden comme ça, en 3-4-2-1 sous Kane. Foden, ouais, mais Bellingham, il est exactement dans la même zone que lui. Et souvent, j'ai vu, on aurait dit qu'il y avait comme un petit miroir entre Foden et Bellingham. Et ils faisaient exactement les mêmes déplacements, exactement dans la même zone. Donc là, côté ballon, on va chercher côté ballon, vers Saka. Il y a le petit appui sur Mainoo. Donc tu peux avoir du jeu en triangle, c'est un circuit assez classique. Alors regardez, ils font exactement la même chose. Ils se retrouvent exactement au même endroit. Quand ça joue derrière pour Walker et que tu peux effectivement boucler cette phase en triangle, il y a un problème. Ça, c'est clairement un problème. Et Foden se retrouve à intercepter la passe pour Bellingham. Bellingham pense qu'il va être servi. Bellingham plus Foden. La réalité, on l'a vu encore dans un match, même dans un match où l'Angleterre se qualifie, ça marche pas. Donc je pense que pour passer contre les Pays-Bas, il va falloir un choix fort de Gareth Southgate. Ça pourrait être, comme on a vu, avec l'entrée en seconde période de Cole Palmer, ça pourrait être un Bellingham plus bas. Je vais vous montrer l'image tout à l'heure, mais ça c'était juste pour montrer l'animation sans ballon. Donc c'était effectivement ce 5-2-2-1 avec Saka qui redescend en tant que piston bas, Trippier aussi, 5, Mainoo, Rice, Foden, Bellingham. Là, à la rigueur, tout le monde est plutôt sur sa position. Mais avec l'entrée de Palmer, il a fait redescendre Bellingham d'un cran aux côtés de Rice. Et on avait Foden et Palmer sous Kane. Palmer a fait plutôt une bonne entrée, ça c'est peut-être un truc à considérer. Mais après, t'as pas envie de sortir Mainoo, qui était un des meilleurs anglais aussi. Donc le casse-tête va continuer. Il aurait pu s'arrêter, hein. Le casse-tête aurait pu s'arrêter. Parce qu'à la 75e minute, la Suisse ouvre le score. Magnifique petit jeu intérieur. Franchement, ce centre au cordeau là de Danendoy, il est sublime. John Stones, fautif. Ça atterrit dans les pieds de Brel Mbolo, qui a fait un très bon match, qui mérite son but. 1-0. La Suisse à un quart d'heure de l'histoire. Qu'est-ce que ça aurait été beau. Malheureusement, ils n'ont pas tenu ce score suffisamment longtemps. Et honnêtement, l'Angleterre jusque-là ne montrait pas grand-chose. Il n'y a pas eu de très grosses occasions. Peut-être la Suisse recule un peu trop sur ce 1-0, mais honnêtement, dès la première tentative anglaise, ça craque. Saka qui entre. Encore une fois, Saka et Ibischer. Ça a été un petit peu compliqué. Peut-être tu peux pas le laisser dégainer comme ça, parce que même un centre, c'est dangereux. C'est entre tirs, c'est un tir, mais c'est aussi une position de centre où peut-être quelqu'un peut la reprendre. Ça fait poteau rentrant. Zomer est battu. 2 minutes plus tard, exactement la même action avec Saka. Encore une fois, face à Ibischer, il a trop d'espace. Saka et Ibischer, je crois que c'est l'histoire micro-tactique de cette rencontre. Et avec un Saka mieux serré, c'est pas plus facile à dire qu'à faire. Mais peut-être la Suisse est en demi-finale. Ce centre-là, Kane, déviation sur Palmer, mais Kane un petit peu trop égoïste, qui la tente lui-même, je pense. Tu la laisses à Palmer sur son pied gauche, et tu te contentes de faire l'écran comme ça sur Xhaka. C'est beaucoup plus dangereux. Donc l'Angleterre joue pas très bien ses coups non plus. Mais ouais, juste suffisamment pour égaliser. Et suffisamment de réussite aussi, je pense, pour pas encaisser le 2-1. Sur ce centre de Fabian Schär, c'est tellement dommage qu'Embolo la dévie légèrement, l'enlève de la tête plongeante de Danendoy.
Là, il y avait de quoi en plus devant le mur rouge. Qu'est-ce que ça aurait été beau. 93e, dernière action du match pour aller en demi-finale d'Euro. Aïe, 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 aïe. Dommage. Mais donc ça va en prolongue. Et voilà, comme j'ai dit, Palmer qui a remplacé Mainoo. Il est ici. Foden là. Kane. Et on a donc Rice et Bellingham descendus d'un cran. Mais voilà, je sais pas si ça a beaucoup d'avenir, même pour un début de match, comme on l'a dit. Tu veux pas sortir Mainoo de ton 11. Mais c'est comme ça que l'Angleterre était positionnée sur cette prolongation, où j'ai trouvé, ouais, comme j'ai dit, dans l'ensemble, la Suisse meilleure. Alors, le chat passe devant l'image, on va attendre qu'il... Ok, c'est bon. Parce que là, je voyais quasi rien. Ouais, je vois des trucs comme donc Xhaka dans le demi-espace, appui, des très très bons petits mouvements, déplacements, jeu en triangle. Cette Suisse, elle va me manquer, les gars. Je suis déçu. Bon, s'il reste plus que 3 matchs de toute manière. C'est dingue, il reste plus que 3 matchs dans cet Euro. Ça allait vite, hein. Mais ouais, je suis déçu de ne pas voir au moins un match en plus de la Suisse. Un match pour la 3ème place. Non, ça c'est pas encore. Il n'y a pas de match pour la 3ème place pour les quarts de finalistes éliminés. Mais ouais, je sais pas, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de Suisse à la Coupe du Monde 2026, parce qu'il y avait des petites séquences comme ça, le jeu en appui d'Anendoy, qui était notre joueur à suivre suisse, qui est, je vais dire, une des révélations de ce tournoi, qui a été très très intéressant. Et le petit ballon derrière, c'est juste dommage que le centre en première intention de Cher, qui a manqué un petit peu de clutchness, j'ai trouvé, sur la fin de match. Ouais. Et frapper et au-dessus. Mais voilà, des déplacements intérieurs, encore une fois, comme là, petit appui sur Zuber qui est rentré, le petit ballon autre côté pour Widmer. Oh, elle est énorme, celle-là, 23e minute de la prolongation. C'est Zakaria qui était rentré en plus, et Shaw aussi, deux gars qu'on a très très peu vus sur cet Euro, qui étaient extrêmement attendus. Donc duel marrant. Mais ouais, c'est repoussé. Et celle-là aussi, c'est dans la foulée de l'action, le centre par-dessus, dévié de la tête par Alexander Arnold. Et voilà, j'ai trouvé que Cher, sur des choses comme ça, il y a mieux à faire. Il y a tellement mieux à faire sur cette action. On voit des gars qui sont ici en retrait potentiellement, la mettre fort pour... Est-ce que c'est Zakaria qui est là? Ouais, ça c'est un petit peu désespéré. Et ouais, Cher a un petit peu manqué de ce truc en toute fin de match. Après, on sait qu'il a une bonne patte, hein. Même le Paris Saint-Germain l'a appris à ses dépens en phase de groupe de Champions. Mais quand même, c'était un peu trop ambitieux. Ce corner était très ambitieux. Ce corner était extrêmement ambitieux. Hop. Oh, qu'est-ce que ça aurait été beau, ça. Mais malheureusement, le poteau de Jordan Pickford repousse la tentative de Shaqiri. Il lui dit quand même... il dit, bien joué, mec. Pickford est toujours aussi fou. Et il lui fait, ouais, j'ai vu ce que t'as voulu faire. Pas mal. Le pouce levé. JP. Et la Suisse, franchement, a les meilleures occasions de cette fin de match. Encore une fois, de la progression. Shaqiri encore impliqué dans un bon mouvement. Il a fait une bonne entrée. Serrissi en première intention. Je me souviens plus qui c'est, Zeki Amdouni. Zeki Amdouni qui déclenche extérieur de surface, parade de Pickford. Donc, il y a eu 2-3 trucs pas mal. Et encore une fois, c'est sur la même action, le centre de Ricardo Rodriguez. Ah, c'est lui qui est dévié de la tête par Alexander Arnold. Et Widmer qui s'arrache, qui a la balle de match, 129e minute. Quand ça veut pas, ça veut pas. On aura une séance de tir au but. Et ce qu'il faut dire, c'est que s'il faut accorder quelque chose au coaching de Southgate, peut-être c'est simplement la qualité de son effectif, les 5 gars qui sont avancés sont des très bons tireurs de penalty. Palmer, contre-pied, aucun problème. Akanji qui rate le premier, le seul de la séance, comme Félix hier, qui est sorti par Pickford, qui est mal tiré. Bellingham, superbement bien tiré, contre-pied, il fixe jusqu'au dernier moment. En plus, derrière, la petite célébration qui va bien. Saka, petit filet, alors qu'on pouvait douter, lui qui en avait raté un en finale d'Euro, il n'y a pas si longtemps, ça devait quand même trotter un petit peu dans sa tête. Magnifique, rien à dire. 3-1. Ivan Toney, c'est peut-être un des meilleurs tireurs de penalty du foot moderne. Il fixe le gardien jusqu'au tout dernier moment, regarde jamais le ballon et en rate très très peu. Il a un pourcentage de conversion fantastique. Excellent tireur de penalty. Quand je l'ai vu s'avancer en tant que 4ème tireur, un peu comme dans la position Barcola hier, c'est-à-dire celui qui permettait d'avoir 3 balles de match, je me suis dit ok, l'Angleterre est très très bien. Et Alexander Arnold donc marque le dernier. 5 tirs convertis, 5-3 comme la France contre le Portugal. Toutes les tentatives sont allées au fond et l'Angleterre donc est en demi-finale de l'Euro. Alors, ce sera Espagne-Angleterre. Ça, c'est la finale qu'on a pronostiquée depuis le début. Ou alors, ce sera France-Angleterre. Le meilleur match
de la Coupe du... Bon, pas le meilleur match, il y a France-Argentine quand même, mais le match que j'avais trouvé avant France-Argentine, le meilleur match de la Coupe du Monde 2022, ce quart de finale, et celui qui était vraiment, je trouve, la plus forte opposition footballistique, un petit peu comme le Espagne-Allemagne de 7 euros, France-Angleterre 2022, c'était quelque chose. Si ça se reproduit cette fois, je sais pas, ce sera tout à fait pareil. Mais bon, France-Angleterre, ce serait une finale monstrueuse. Sinon, c'est France-Pays-Bas. Je veux dire, c'est un peu le Willou Ico en finale de l'Euro. Et sinon, Espagne-Pays-Bas, là peut-être la finale un peu la moins sexy sur le papier. Mais bon, remake de la finale de Coupe du Monde 2010. Voilà nos 4 possibilités. Et on va finir donc par notre 11 des quarts de finale. Je vais vous le sortir tout de suite ici. Alors le voici. J'ai hésité avec 2-3 noms. Au poste de gardien, j'ai hésité à mettre Maignan. J'ai mis Unai Simon. Il y a sa petite erreur sur la relance qui aurait pu permettre à Havertz de le lober. Mais sinon, j'ai trouvé son jeu au pied excellent. Et sans ça, je pense que l'Espagne ne fait pas le même match contre l'Allemagne. Pour trouver Morata, les déviations, pour trouver Carvajal aussi. Il y avait un très bon circuit entre les deux pour aller chercher comme ça. Et Carvajal sur son contrôle intérieur pour ensuite aller combiner à l'intérieur du jeu. Pas forcément avec Olmo, hein, je fais Olmo comme ça, mais avec quelqu'un à l'intérieur, c'était top. Et il y a eu toutes les bonnes parades. Parades décisives en fin de match, sur Füllkrug, sur un autre, plusieurs arrêts importants d'Unai Simon. Il a eu un petit peu plus de travail que Maignan, mais ça s'est joué entre les deux. À la fin j'ai mis Unai Simon. Sur ma charnière centrale, Saliba qui a totalement éteint Cristiano Ronaldo dans la foulée de son quart, de son 8ème contre la Belgique. Je trouvais Saliba immense. Pour moi, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et j'ai mis Pep aussi, qui était très très costaud. Ça, c'est ma charnière centrale. Il y a des possibilités en défense centrale. Hein. Franchement, on aurait pu mettre 2-3 gars. Même un Stéphane De Vrij, par exemple. Mais à la fin, j'ai mis Saliba Pep. Carvajal, pour moi, était immense. Son carton rouge, c'est un détail dans son match. Il a été 120 minutes de très très haute facture dans tellement des bons mouvements espagnols, défensivement aussi. Immense match de Dani Carvajal pour moi. Nuno Mendes a été très bon. Hein. Franchement, on met 2 Portugais malgré leur élimination, ce qui montre à quel point ça s'est joué à pas grand chose. On s'en sort plutôt bien. Nuno Mendes était peut-être le meilleur Portugais hier. Donc pour moi, il mérite totalement sa place sur ce poste de latéral gauche. J'ai trouvé Eduardo Camavinga très bon, avec ballon, sans ballon. Ouais, peut-être on peut mettre un Çalhanoğlu qui était pas mal aussi, je pense, je l'ai ici. Vitinha aussi. J'ai Embolo potentiellement en tant que neuf, mais ouais, Çalhanoğlu, Camavinga, Vitinha en tant que milieu central / un peu plus défensif, un peu plus reculé en tout cas. Ces 3 noms peuvent se discuter. À la fin, j'ai mis Camavinga. Je suis quand même confiant sur ce choix-là. Dani Olmo, bon, il n'y a pas trop de raisons. Voilà, un but, une passe décisive, monstrueux, immense, quelle entrée. Énorme match de Dani Olmo, peut-être le plus grand match de sa carrière. Arda Güler, crack, décisif, une passe D, coup franc sur le poteau, impliqué dans tous les bons mouvements turcs, le caractère, la personnalité. Ok, la Turquie se qualifie pas, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'elle a fait légèrement un meilleur match que les Pays-Bas. Donc il fallait mettre un Turc, et Güler c'est celui qui se distingue le plus. Saka, comme on a dit, si l'Angleterre est là, c'est grâce à lui. Il a fait j'ai hésité avec Meinou aussi au milieu de terrain, mais c'est pas mal, mais c'est pas au-dessus des 3 que j'ai mis là. Alors que Bukayo Saka, sans lui, comme j'ai dit, il n'y a pas de dernier carré pour l'Angleterre. Il a fait extrêmement mal à Ibischer, on l'a montré sur ces images. Musiala, parce que si l'Allemagne aussi était dans le match pendant un moment, c'est grâce à lui. Qu'est-ce qu'il a fait mal sur son couloir. L'Espagne n'a jamais vraiment réussi à trouver la solution face à lui, à part les fautes tactiques de Ferran Torres, de Carvajal bien sûr. Et Musiala a fait un très bel Euro. Hein. Pour l'Allemagne, le parcours s'arrête en quart de finale, mais il ne faudra pas oublier le très très bel Euro de Jamal Musiala. Et enfin, en pointe, j'ai mis Weghorst. Pas de but, pas de passe D, mais impliqué dans les 2 buts. La frappe qui permet le corner pour l'égalisation et la petite déviation pour Xavi Simons sur le but du 2-1. Et son entrée, je trouve, a changé un petit peu la physionomie du match. Quand je vois les 45 premières minutes des Pays-Bas, qui sont vraiment dans le dur, et ensuite cette seconde période, comme il n'y a pas de neufs qui se sont forcément énormément distingués sur ces quarts de finale, comme j'ai dit, j'ai hésité avec Embolo. Franchement, tu mets Embolo, pour moi, il n'y a pas scandale. Et j'imagine que j'oublie des noms, parce que comme je vous dis, j'ai fait ce truc totalement de tête là sur les 10 dernières minutes de Pays-Bas-Turquie. Donc j'ai pas de... Je peux entendre d'autres arguments. Qu'est-ce que j'ai dit? J'hésitais surtout avec Meinou, Çalhanoğlu et Vitinha.
Ouais, dites-moi s'il y a des noms qui vous choquent ou qui vous étonnent, ou si vous rajouteriez quelqu'un, je peux totalement l'entendre. Mais moi, je ferais ça. Ce serait donc ce 4-3-3. Et il est pas mal. Franchement, c'est une belle équipe. Voilà donc pour cette vidéo. On a fait combien de temps? 35 minutes à la fin. C'est suffisamment long. Arrêtons-nous là. Petite pause demain. Je pense que c'est la première journée de l'Euro sans vidéo. Parce qu'il n'y a pas de match. Mais on reprend lundi avec la preview de France-Espagne. Quel bonheur de pouvoir prononcer ces mots. Et après, il nous reste une semaine. Une semaine avant les vacances qui vont faire du bien. Et une semaine avant de connaître le vainqueur de ce championnat d'Europe des Nations. Un arc Euro qui a démarré le 1er avril sur la chaîne avec le premier épisode de retour. On a enchaîné avec une vidéo par jour depuis en moyenne, je dirais même 1,2 ou 3. Il y a eu des jours à 2 vidéos, des jours à 3 vidéos. C'est une grosse période qui va pas tarder à finir, qui va pas tarder à se conclure. Ça va faire du bien, je vais pas vous mentir, mais qu'est-ce que c'était cool. Et c'est pas fini, il reste la plus grosse semaine, la plus importante. Prenez soin de vous les amis, passez un excellent dimanche avant tout, et on se dit à bientôt.